première séance de HLH. On continue notre séminaire sur le descriptif. Et aujourd'hui, donc, on entend Béatrice Ménard, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Et elle va nous parler de le système descriptif dans El Matadero d'Echeverría, entre mimesis et poiesis. Donc, Béatrice. Voilà. Donc, poète, narrateur et penseur politique argentin né à Buenos Aires le 2 septembre 1805, 5 ans avant la Révolution de mai, Esteban Echeverría fait partie de la génération de 1837, dont sont également membres Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi et José Mármol. Ce mouvement intellectuel argentin se caractérise tant pour ses préoccupations littéraires que politiques. Influencés par le romantisme européen, ses représentants sont partisans de la démocratie dans une période historique de grande agitation politique marquée par les guerres civiles entre unitaires et fédéraux après la déclaration de l'indépendance des Provinces-Unies le 9 juillet 1816. Echeverría vit son enfance et son adolescence pendant la geste révolutionnaire, ce qui influe sur la formation de sa pensée politique libérale. Ses échappées dans les faubourgs populaires de Buenos Aires, à l'époque de sa jeunesse bohème, lui donnent l'occasion de découvrir la violence de cette zone frontalière entre ville et campagne. Echeverría introduit le romantisme en Argentine au retour d'un voyage en Europe qui date de 1825 à 1830, et depuis la France, Echeverría, au contact des patrons européens, prend conscience des aspects antinomiques de la réalité argentine, et en particulier de la dichotomie entre le centre urbain de Buenos Aires, imprégné par la culture des Lumières, importée d'Europe, assimilé à la civilisation, et par ailleurs les faubourgs de Buenos Aires, influencés par la culture rurale autochtone et assimilés à la barbarie par Sarmiento dans Facundo en 1845. Echeverría revient en Argentine 6 mois après l'arrivée au pouvoir de Juan Manuel de Rosas, qui est nommé gouverneur de la province de Buenos Aires avec des facultés extraordinaires en décembre 1829. À partir de ce moment, la vie et l'œuvre de l'auteur de El Matadero sont indissociables de la tyrannie de Rosas, tyrannie qui oriente son engagement politique. Obligé à l'exil en Uruguay en 1840 pour son antirosisme, Echeverría meurt de tuberculose à Montevideo en janvier 1851, 1 an et 4 mois avant la chute de Rosas. La date supposée de rédaction de El Matadero par la critique se situe entre 1838 et 1839 dans le ranch Los Talas que possédait la famille d'Echeverría dans la Pampa au nord-ouest de Buenos Aires, lieu où Echeverría s'était réfugié en 1838 pour fuir la répression de Rosas avant son départ en exil. La nouvelle reste inédite jusqu'en 1871, date à laquelle elle est publiée de façon posthume par Juan María Gutiérrez dans la Revista del Río de la Plata, œuvre jusqu'alors inconnue, considérée comme le premier cuento national. El Matadero marque les débuts de la fiction en Argentine. Il s'agit d'une œuvre fondatrice de la littérature nationale argentine, avec Facundo de Sarmiento, dont la première édition date de 1845. Nous nous demanderons comment se caractérisent les modalités descriptives dans El Matadero. Quel est le projet descriptif mis en œuvre par Echeverría? Et nous nous efforcerons de montrer que le descriptif est une stratégie littéraire clé dans El Matadero, puisqu'il contribue à donner sa dimension esthétique au texte et participe à la dénonciation du régime politique de Rosas. El Matadero s'impose tout d'abord comme un texte hybride entre le tableau de mœurs et la nouvelle, entre romantisme, costumbrismo, réalisme et naturalisme. Le texte est désigné comme historia dans son incipit, ce qui laisse également suggérer une ambivalence entre récit historique et récit fictif. La structure même de l'œuvre est hétérogène, puisque El Matadero se compose de plusieurs mouvements de nature différente
reliés entre eux par le discours du narrateur-descripteur. La fiction tarde à se mettre en place. Elle arrive à son apogée dans le dernier mouvement du texte, avant la conclusion qui donne l'interprétation politique de l'œuvre. Le premier mouvement donne le cadre spatio-temporel du récit, son référent historique et politique. Cette première partie s'apparente à un tableau ou à un article de mœurs qui procède à une satire sociale et politique de l'Église dans sa collusion avec le pouvoir rosiste. Il y a une distance ironique par rapport aux faits historiques et donc ce premier mouvement est suivi d'un deuxième mouvement qui consiste en un tableau pittoresque de l'abattoir. C'est la partie la plus dense en éléments descriptifs. On y constate une grande condensation descriptive du fait de la brièveté de la nouvelle. On peut, à mon sens, parler dans cette partie de surenchère descriptive, pour reprendre l'expression de Lambert Barthélemy dans Fiction contemporaine de l'errance, et je renvoie à la précédente communication de Benoît Coquille. On y trouve la fureur de description dont parle Zola en 1880 dans l'article de la description qui, je cite encore Zola, ne cède pas au seul besoin de décrire, mais se complique d'intentions symphoniques et humaines. La description réaliste, naturaliste du milieu de l'abattoir détermine l'attitude des personnages qui y interagissent. N'oublions pas que Zola définit la description comme un état du milieu qui détermine et complète l'homme. Le troisième mouvement correspond à l'épisode de la capture, de la mise à mort et de la castration du taureau fugitif. Cette scène costumbrista sert de transition entre description et narration. Il s'effectue en effet dans cette partie un glissement vers la fiction. Le quatrième mouvement narre la capture et la mort d'un jeune unitaire tombé entre les mains des forces fédérales dans l'espace référentiel réel de l'abattoir de la Convalescencia ou de Los Altos, situé au sud de la ville, près du fleuve Baracas. Le supplice qui est infligé à l'unitaire marque le climax narratif du texte. Nous voyons donc que dans El Matadero, le descriptif précède le narratif et le conditionne. Les éléments descriptifs annoncent et préparent l'avènement du noyau narratif du texte. Le descriptif anticipe donc le narratif et converge vers lui pour lui donner toute sa portée, comme nous le verrons par la suite. Alors, nous allons maintenant poser la question du réalisme dans El Matadero. La première partie de la nouvelle est riche en informations référentielles. Elle situe l'abattoir de la Convalescencia ou de Los Altos dans le référent historique des années 1830. Elle précise la situation spatiale et temporelle de l'histoire qui sera relatée et qui se déroule dans la province de Buenos Aires pendant le carême de 1830, point de suspension. Le lecteur peut aisément compléter la date tronquée grâce aux données historiques fournies par le texte. Le nom de Rosas n'est pas cité, mais le contexte historique est facilement reconnaissable grâce à la mention de la fédération et au titre de restaurador qui est celui de Rosas. Il est aussi possible de situer les faits dans la chronologie historique grâce à l'allusion et à la mort de Doña Encarnación Escura, l'épouse de Rosas, décédée le 20 octobre 1838. La fin des années 1830 correspond à une période de forte répression due à l'intensification de la lutte entre unitaires et fédéraux. La deuxième partie correspond à l'observation de l'objet décrit, l'abattoir, le lieu où l'on abat le bétail destiné à la consommation urbaine de la ville de Buenos Aires. L'abattoir, où se situe l'action, est désigné par le titre dénotatif de la nouvelle. Au début de cette deuxième partie, la description s'effectue au présent de l'indicatif. Il est important de souligner que l'écriture de la nouvelle est contemporaine de la dictature de Rosas. Il s'agit d'un texte engagé, anti-rosiste.
L'espace référentiel réel est localisé et décrit à grand renfort de précision avec ses édifices et ses parcs à bétail. Je cite, El matadero de la convalescencia o del Alto, sito en las quintas al sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular colocada al extremo de dos calles, una de las cuales ahí se termina y la otra se prolonga hacia el este. Esta playa, con declive al sur, está cortada por un zanjón labrado por la corriente de las aguas pluviales, en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo cauce recoge, en tiempo de lluvia, toda la sangrasa seca o reciente del matadero. En la junción del ángulo recto hacia el oeste está lo que llaman la casilla, edificio bajo de 3 piezas de media agua con corredor al frente que da a la calle y palenque para atar caballos, a cuya espalda se notan varios corrales de palo a pique de ñandubay con sus fornidas puertas para encerrar el ganado. Donc, cette longue description donne la topographie des lieux. Par ailleurs, le système descriptif de l'abattoir repose sur le recours au pittoresque. Echeverría fait explicitement appel à des techniques de description picturale. Il s'agit du cas référencé par Philippe Hamon où la description se constitue elle-même comme tableau. Le système descriptif, donc assimilé à un croquis, consiste en une transcription picturale de la réalité visuelle. En fin, la escena que se representaba en el matadero era para vista, no para escrita, dans une volonté de réalisme. Rappelons la définition du pittoresque donnée par Noé Hittrich dans Forma y Significación en el matadero de Esteban Echeverría, tentativa de hallar un lenguaje apto para comunicar la plasticidad, el color y el movimiento de ciertos aspectos de la realidad. La perspective est changeante selon le point de vue du narrateur-descripteur qui structure la description. On assiste à une approche progressive des lieux qui imprime son sens à la description, riche en multiples détails. La perspectiva del matadero a distancia era grotesca, plus loin, pero a medida que se acercaba, la perspectiva variaba. La description péjorative des lieux fait ressortir l'insalubrité et la promiscuité qui règnent dans l'abattoir, la confusion et le mélange d'eau et de sang, d'hommes et d'animaux et de différentes races, mélange caractéristique de la barbarie, tel que cela représente Echeverría. Je cite, Estos corrales son, en tiempo de invierno, un verdadero lodazal en el cual los animales apeñuscados se hunden hasta el encuentro y quedan como pegados y casi sin movimiento. Deuxième citation. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas oleaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y razas distintas. Il importe de souligner la nouveauté du référent spatial découvert par El Matadero qui donne à voir un territoire marginal, les bas-fonds des faubourgs de Buenos Aires, qui font leur apparition dans la littérature naissante argentine. Cette zone périphérique est rendue visible par la description qui attire l'attention par sa vivacité, cette dernière rendant compte de l'activité incessante qui règne dans l'abattoir en cette journée de grande tuerie. Les verbes de mouvement expriment l'animation et le désordre des lieux. On peut citer par exemple le verbe rebullirse. Il s'agit là d'une pratique exemplaire de la description, si l'on s'en réfère à la description de l'encyclopédie du XVIIIe siècle, citée par Philippe Hamon dans Du descriptif, en 1993. La description est une figure de pensée par développement qui, au lieu d'indiquer simplement un objet, le rend en quelque sorte visible
par l'exposition vive et animée des propriétés et des circonstances intéressantes. La description de l'atmosphère qui règne dans l'abattoir captive le lecteur et laisse deviner la fascination que le lieu exerce sur le descripteur. Le réalisme exacerbé de la description, qui s'apparente à un naturalisme avant l'heure, puisque la nouvelle a été rédigée en 1838 ou 1839 et qu'elle a été publiée seulement en 1871, donc pendant la période réaliste et naturaliste. Donc, le réalisme exacerbé de la description, qui s'apparente à un naturalisme avant l'heure par sa déformation caricaturale de la réalité, est traduit par l'emploi de l'adjectif grotesco. La description de la masse populaire misérable qui travaille à l'abattoir relève d'une esthétique naturaliste de la laideur. Je cite: A sus espaldas, a las espaldas del carnicero, se rebullían caracoleando y siguiendo los movimientos una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpillas de la fábula, y entremezclados con ella, algunos enormes mastines olfateaban, gruñían y se daban de tarascones por la presa. Dans cette citation, la comparaison des femmes noires et mulâtres chargées de retirer les abats du bétail avec des harpies accentue leur laideur en les assimilant à la barbarie. Dans l'énumération citée, la confusion entre hommes et animaux renforce l'animalisation péjorative des figures féminines. L'ambiance sonore et olfactive intensifie l'horreur du massacre. Je cite: Más arriba, en el aire, un enjambre de gaviotas blanquiazules que habían vuelto de la inmigración al olor de carne, revoloteaban, cubriendo con su disonante graznido todos los ruidos y voces del matadero y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Echeverría utilise des modalités littéraires en rupture avec son propre idéal de beauté romantique pour représenter crûment la brutalité du monde de l'abattoir, comme le montre la description emphatique du spectacle offert par le décor de ce lieu de mort caractérisé par la triple adjectivation péjorative, renforcée par l'adverbe hyperbolique, je cite: reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deformado de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Selon Juan María Gutiérrez, la casualidad y la desgracia pusieron ante los ojos de Echeverría aquel lugar sui generis de nuestros suburbios, donde se mataban las reses para consumo del mercado, y a manera del anatómico que domina su sensibilidad delante del cadáver, se detuvo a contemplar las escenas que ahí se representaban, teniendo el coraje de consignarlas por escrito para ofrecerlas alguna vez con toda su fealdad. Le descriptif révèle donc de façon très crue l'abattoir comme le monde de la matière et de la chair, de la viande, des flux corporels et des miasmes putrides, un monde de boue et de sang mêlés où abondent viscères, tripes et boyaux. L'abattoir est représenté comme un lieu de violence et de mort animale et humaine, puisque par 2 fois le sang humain y est versé. Tout d'abord, lors de la scène où la tête d'un enfant est sectionnée par un lasso, lors de la tentative de capture du taureau, et bien sûr, lors de la scène de la mort de l'unitaire. L'accumulation et la précision descriptive donnent par ailleurs un caractère documentaire à la nouvelle, permettant de découvrir les petits métiers de l'abattoir. Le réalisme avec lequel Echeverría veut rendre compte de la réalité laborale de l'abattoir est ainsi remarquable. On observe la précision avec laquelle les différentes pièces de charcuterie sont détaillées avec un lexique spécialisé.
Et on peut citer par exemple la riñonada y el tongori, panzas y vejigas, una tripa gorda y un mondongo. L'exactitude des références au mode d'habillement typique du gaucho attire aussi l'attention, par exemple avec cette énumération con un pañuelo punzo y chaleco y chiripa colorado. La couleur rouge signale ici l'affiliation du personnage au fédéralisme. Echeverría a recours à l'opposition manichéenne pour mettre en évidence l'antithèse entre la masse vulgaire des travailleurs de l'abattoir, qui incarne la barbarie fédérale, et le jeune unitaire antirosiste qui symbolise la civilisation. Echeverría procède à la description de la masse populaire collective de l'abattoir, désignée par le terme péjoratif de chusma, foule hétérogène d'où émergent quelques figures individuelles, en particulier les stéréotypes du boucher, el matarife, qui abat le bétail, et du charcutier. La figure de Matassiete, el matarife, seul personnage de l'abattoir qui soit doté d'un nom, ou plutôt d'un surnom, joue le rôle le plus important en tant que leader acclamé par la foule pour ses exploits de degollador de unitarios. Matassiete incarne, je cite, la fuerza y la violencia bestiale associée aux fédéraux, l'action brutale et irréfléchie. Matassiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no actuaba y obraba. Matassiete incarne Juan Manuel de Rosas dans le système de symbolisation de l'abattoir, dans le système de représentation symbolique de l'abattoir, et par ailleurs, le juge de l'abattoir incarne le pouvoir dictatorial de Rosas, puisqu'il est désigné comme el caudillo de los carniceros. Il est précisé qu'il ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del restaurador. Le processus d'animalisation des employés de l'abattoir, représenté comme une plèbe endurcie à la violence, est l'un des principaux traits descriptifs au service de la caricature déshumanisante. Alguna tía vieja salía furiosa en persecución de un muchacho que le había embadurnado el rostro con sangre y acudiendo a sus gritos y puteadas, los compañeros del rapaz la rodeaban y asusaban como los perros al toro. ¡Viva Matassiete! Exclamó toda aquella chusma, cayendo en tropel sobre la víctima, como los caranchos rapaces sobre la osamenta de un buey dévorado por el tigre. À l'inverse de la description péjorative des travailleurs de l'abattoir, Echeverría idéalise la figure romantique de l'unitaire, un joven de 25 años, de gallarda y bien apuesta persona, qui incarne la pureté et l'innocence. Le jeune unitaire se distingue des fédéraux par plusieurs signes descriptifs extérieurs, révélateurs de son idéologie politique et du milieu socio-culturel dont il est issu, soit l'élite créole urbaine de Buenos Aires. Il est habillé d'un frac, par opposition avec la classe populaire représentée par les employés de l'abattoir, qui portent des vêtements typiquement américains, chiripa, poncho. Il a des pattes en nu caractéristiques de la coiffure des unitaires. Il a la peau claire, il est de race blanche. Il est armé d'un pistolet et son cheval est équipé d'une selle anglaise. Par ailleurs, il ne porte pas l'insigne ponceau qui permet aux fédéraux de se reconnaître entre eux, l'insigne rouge ponceau. Il ne porte pas non plus le deuil de Doña Encarnación Escura, épouse défunte de Rosas, patronne des charcutiers. Archétype de sa classe sociale et politique, le jeune unitaire incarne la ville, l'idéologie libérale, l'influence européenne et l'esprit des Lumières. Il s'agit bien sûr
là, de l'idéal culturel d'Echeverría, par opposition avec la culture rurale dévalorisée de la population mulâtre et noire des abattoirs. Nous allons maintenant nous demander quelle est la finalité du système descriptif dans El Matadero. Et nous allons tout d'abord souligner, pour commencer cette partie, l'influence qu'exerce le sujet de l'énonciation sur le système descriptif. Cette influence est plus que patente. Le narrateur-descripteur à la première personne exprime son opinion en maniant l'humour et l'ironie. La veine satirique du texte révèle l'implication politique de l'auteur, médiatisée par le narrateur-descripteur. Le descriptif acquiert donc une fonction idéologique dans El Matadero, dans la mesure où l'intention politique d'Echeverría sous-tend la description. Celle-ci va au-delà de la pure observation de la réalité et donc au-delà de la mimésis, dans la mesure où les stratégies descriptives sont mises au service de la dénonciation de la violence politique sous Rosas. Echeverría passe par un processus de figuration littéraire pour représenter la violence politique sous le régime de Rosas. Le projet descriptif d'Echeverría se situe dans la, je cite, tendance verticale décriptive plutôt que dans la tendance horizontale d'exhaustivité, pour reprendre deux termes de Philippe Hamon dans le descriptif. Donc, cette attitude réaliste descriptive verticale, pour citer de nouveau Hamon, incite le descripteur à chercher ce qui se cache derrière le décor de l'abattoir, présenté dans la conclusion de la nouvelle comme el foco del federalismo. Echeverría veut révéler les dessous politiques de l'abattoir et par là même rendre visible la charge signifiante qui sous-tend le réel, selon la formule d'Amadeo López. Le système descriptif de la nouvelle est l'instrument de la critique anti-rosiste. Il dénonce le régime politique qui ensanglante la province de Buenos Aires comme une véritable boucherie. Le champ lexical du sang envahit la description. On peut citer quelques exemples tirés de ce champ lexical du sang: sangrasa, arterias, sangriento, ensangrentado, carnicería. Et le critique Carlos Mastronardi définit El Matadero comme, je cite, una alegoría del país ensangrentado. Dans la lutte politique qu'il mène contre la dictature de Rosas, Echeverría souligne la perversion du pouvoir du gouverneur de la province de Buenos Aires. Le système descriptif va donc au-delà du réalisme et tend à la poiesis par le biais d'un processus de symbolisation et de métaphorisation. La description de l'abattoir dans la deuxième partie du texte prépare l'avènement du crime à venir, l'humiliation et la mort du jeune unitaire. La force symbolique du descriptif provient dans El Matadero de la représentation de l'abattoir comme un microcosme de l'Argentine sous le pouvoir de Rosas, autrement dit sous le régime de la terreur. Je cite, l'abattoir est donc un simulacro en pequeño del modo bárbaro con que se ventilaban en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. Par un système d'analogie, l'abattoir est assimilé à l'Argentine de Rosas, où la répression bat son plein à la fin des années 1830 et où abondent les assassinats politiques. Selon Eve Beatriz Molina, el accionar de los matarifes resulta una sinécdoque de la Federación, pues lo que sucede en el Matadero es una muestra de lo que funciona en el todo. La province de Buenos Aires est gouvernée comme un abattoir. Les ennemis politiques sont rabaissés au rang du bétail. L'abattoir devient le symbole de la barbarie fédérale du gouvernement de Rosas. Dans le paragraphe de conclusion qui suit la mort de l'unitaire,
la généralisation. En aquel tiempo, los carniceros degoleadores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas, est une dénonciation explicite de la police politique de Rosas, appelée la Mazorca, et de sa violence répressive. La description de l'abattoir contribue aussi à l'animalisation des opposants au régime de Rosas. L'abattage des animaux et des hommes est assimilé au même rite sacrificiel. Le fait que la description de l'abattoir et de la mort des 49 bœufs et du taureau précède la narration du supplice et de la mort de l'unitaire fait que la victime humaine s'ajoute à la liste des animaux précédemment sacrifiés. On constate ainsi des répliques en style direct, une animalisation de l'opposant politique par les forces fédérales. Il est appelé perro unitario. L'unitaire est menacé du même sort que celui qui a été réservé au taureau, l'égorgement. Il s'agissait d'un mode de mise à mort fréquent des opposants politiques sous Rosas. Il se produit un brouillage des frontières entre l'homme et l'animal. Leandro Ezequiel Simari parle à juste titre de la violencia animalizante en tiempos de Rosas. Le parallélisme qui s'effectue entre la mort du taureau et celle de l'unitaire est frappant par la similitude entre l'animal fougueux, emperado y a risco como un unitario, et le jeune homme qui résiste jusqu'à la mort contre ses bourreaux, furioso como un toro montaraz. Le parallélisme qui s'établit entre le taureau, avec certaines citations, je cite certaines expressions, rojiza y fosfórica mirada, arrojaba espuma, su nariz humo, sus ojos miradas encendidas, quant à la description du taureau, et de l'unitaire. On parle également de sus ojos de fuego, echaban fuego sus pupilas, su boca espuma, un torrente de sangre brotó borbollonando. On voit bien le parallélisme entre les descriptions qui caractérisent le taureau et celles qui caractérisent le jeune unitaire. Et ces expressions parallèles donc transforment le taureau et le jeune unitaire en symboles de la liberté, de la force et du courage. L'épisode de la capture et de la mise à mort du taureau précède et annonce celle de la capture et du supplice de l'unitaire. La nouvelle suggère que dans l'univers sans foi ni loi de l'abattoir, les hommes sont tués comme des animaux, ce qui implique une condamnation de la barbarie. Le récit du martyre du jeune unitaire met en relief la tentative d'animalisation et de déshumanisation dont il est victime par le rabaissement de la condition humaine pratiquée par les fédéraux. La brutalité du traitement dégradant imposé à la victime, la volonté d'humiliation des bourreaux traduit leur volonté de briser le jeune unitaire. Les menaces de violence physique, tusarlo, sobarlo, degollarlo como al toro, et la violence qui s'exerce effectivement sur le corps de l'ennemi politique ont pour finalité de le soumettre à leur pouvoir et donc à celui de Rosas. L'unitaire donc est significativement menacé d'égorgement, sort réservé au bétail dans les abattoirs et aux opposants de Rosas dans l'Argentine de la fin des années 1830. Membre de l'élite culturelle de Buenos Aires, le personnage de l'unitaire apparaît comme la victime de la barbarie de la campagne qui, selon Sarmiento dans Facundo, circunda a la ciudad, la cerca, la opprime. Nous avons donc vu comment se mêle dans le système descriptif del Matadero la volonté d'observation et de précision propre au tableau de mœurs, la couleur locale caractéristique du romantisme, la crudité réaliste des scènes de massacre et la laideur naturaliste dans la représentation des personnages populaires. La description contribue également à la dénonciation de la tyrannie
de la tyrannie de Rosas, renforçant la dimension engagée du texte. Echeverría veut condamner les maux qui affectent l'Argentine sous le gouvernement de Rosas. Néanmoins, si Echeverría rejette idéologiquement la réalité du faubourg argentin comme chaotique et violente, il s'agit malgré tout d'un aspect de la réalité argentine qui l'attire et le fascine. Comme l'exprime Leonor Fleming, le conflit d'Echeverría se situe entre la pure offre intellectuelle, autrement dit l'idéologie libérale, la culture des Lumières, et la réalité locale qui s'impose à lui affectivement comme une facette obscure de la réalité argentine qui reste à découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette présentation. J'ai lu ce texte il y a très, très, très longtemps. Ah, oui. Donc, j'étais contente de le revisiter avec toi et grâce à toi. Oui. En fait, on l'a redécouvert nous aussi avec David au premier semestre, puisque c'est le texte qu'on avait mis au programme du TD de littérature latino-américaine du S3. Et c'est cela qui m'a donné envie justement de travailler dans ce sens, parce qu'il m'a semblé que c'était vraiment un texte idéal pour y étudier tout le système descriptif qui est particulièrement riche et développé. Voilà, je m'étais demandé, mais quelle mouche l'a piqué, qu'elle aille replonger son nez dans ce texte-là. Et alors, avant qu'on entre dans nos débats, bon, même si là, on voit bien le traitement qui est fait de la description et les enjeux sociaux, culturels, politiques qu'il y a derrière. D'ailleurs, les enjeux culturels, c'est ceux sur lesquels tu es revenu à la fin, avec malgré tout hein, cette identité oui. qui transpire et qui dépasse la dichotomie un peu facile de la représentation. Mais comment les étudiants ont réagi à ce texte ? Alors malheureusement, c'est pas très facile de le savoir parce qu'à cause du confinement, de la crise sanitaire, on les avait seulement en distanciel. Moi-même, j'étais malade à cette période-là, donc je leur ai envoyé aussi pas mal de PDF. Et j'ai eu l'impression, bon, pour le peu de cours que j'ai fait en présentiel, qu'ils commençaient tout de même à bien accrocher. Mais après, bon, les partiels n'ont pas été mauvais. On sentait qu'ils avaient travaillé la question, mais malgré tout, bon, ça a été un peu perturbé et je n'ai pas pu me rendre compte vraiment complètement de l'impact que cette lecture avait eu sur eux. Mais il m'a semblé que ça les avait malgré tout choqués et frappés. Je pense qu'il y a eu un impact important au niveau émotionnel, en tout cas, sur les étudiants. Ah oui, c'est violent. Et puisque tu l'as travaillé avec eux, parce que je voulais te poser une question, puis je me suis dit que tu n'aurais pas forcément la réponse, mais là, en ayant préparé le cours, tu dois l'avoir. C'est quelque chose que je sais mal. La réception actuelle de ce texte en Argentine, c'est juste une espèce de monument, ça fait partie de l'histoire littéraire avec voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la schématisation, les gentils, les vilains, une métaphore, tout un jeu symbolique qui est quand même très très évident. Il n'y a rien de bien compliqué dans la démonstration qui est menée. Donc aujourd'hui, c'est quoi ce texte dans la littérature argentine ? Oui, c'est vraiment un texte fondateur, un texte national, considéré comme l'un des premiers textes fictionnels aussi de l'Argentine. Et c'est un texte qui suscite toujours l'attention et l'intérêt, puisque donc, il y a eu une étude très intéressante qui a été faite, une étude de Piglia, hein, qui a écrit un article très intéressant justement sur El Matadero et, et Facundo également, et qui revient justement sur l'importance du texte dans la construction de l'identité argentine, avec cette dichotomie et ce débat fondateur entre civilisation et barbarie.
en insistant. J'ai l'impression que ce qui ressort surtout justement de la réception actuelle de la nouvelle en Argentine, c'est plus la découverte justement de la rivalité nationale, des faubourgs, que la défense de la civilisation. On voit plutôt le récit dans ses aspects plus ambivalents. Mm. D'accord. Bon, je vais laisser la parole aux uns et aux autres. Donc, si vous voulez poser une question à Béatrice, Voilà, je suis David, je peux vas-y, parler. David. Oui, David. Et bonjour Béatrice, Bonjour, merci. David. J'ai eu la chance déjà de parler avec toi parce qu'on a préparé un binôme. Bon, surtout, je t'écoutais dans la préparation de ces cours. Et je reviens un peu sur ce que tu as dit Oui, par rapport à nos aux étudiants. étudiants. Oui, C'était compliqué quand même, hein. Ça a été compliqué, c'est oui. un texte, C'est voilà, difficile, pour difficile attaquer ces textes d'accès. avec eux. Surtout, bon, on avait fait la moitié à distance, sauf erreur de ma part, parce que la moitié, ça a été présentiel aussi. Mais c'est dur. Heureusement, on les travaillait. Vous avez eu la très bonne idée de travailler un peu en miroir avec El Año del Desierto de Mayral. Ah oui, Et ça a aidé un peu. ça Ça a a mieux aidé un peu marché. voilà, tout à fait. Ça a bien marché. C'est là où la partie de la matière qui a aidé pour avancer un peu. Et c'est vrai qu'ils étaient très attirants. Bon, voilà, le troisième et quatrième mouvement, là où il y a vraiment la séquence de la mise à mort, là, ils étaient très touchés, surtout pour l'image de la femme que tu as très bien évoquée. Ça, c'est une chose assez dure. Voilà, mais bon, je voulais revenir sur ça que ça n'a pas été évident quand même. C'est un texte qui n'est pas Ouais, pas facile. facile pour que ça soit abordé comme ça. Il y a un vrai travail derrière parce que sinon, c'est un peu compliqué. Mm. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, Béatrice. Merci, David. Alors, d'abord, je voudrais te remercier, Béatrice, c'est toujours un plaisir de t'écouter pour la clarté de tes exposés. C'est toujours très précis, très clair et très agréable à suivre. Merci, Sylvie. Merci beaucoup et aussi de m'avoir fait découvrir cet auteur que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment, oui, et que ça m'a beaucoup plu. Oui. Bon, si moi je suis je suis plus tournée vers l'Espagne, mais je suis ouverte aux autres auteurs. Et donc, merci de le texte m'a beaucoup plu. Alors, c'est simplement par rapport à ce que tu as dit, disons, dans les différentes sources. Tu as parlé de naturalisme, et ça nous gêne un petit peu, parce que, ne serait-ce qu'au niveau de la datation, c'est-à-dire que si c'est un texte qui date des années 30, et qui est, même s'il est publié dans les années 70, alors évidemment les Rougon-Macquart commencent en 70 aussi à être publiés, c'est un petit peu dire naturalisme, mais avant la lettre. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier aussi que dans l'esthétique romantique, tu as aussi la culture de la laideur. Dans la préface de Cromwell de Victor Hugo, justement, il y a de nombreux paragraphes sur ce culte de la laideur qui fait partie de la vie. Donc je pense que ça fait aussi partie, enfin, pour moi je dirais plutôt que en ce qui concerne la laideur, tu retrouves une inspiration qui serait pour moi plus, enfin bon, réaliste évidemment, mais quand même romantique, d'une part. Et d'autre part, aussi insister sur le côté costumbrista des textes, parce que tout ce qui est, par exemple, quand tu parles de la précision du vocabulaire pour décrire les actions, pour décrire les vêtements, etc., tout ça, quand tu compares un texte costumbrista et un texte réaliste, tu vois que le texte réaliste, en fait, c'est appuyé sur le costumbrismo, c'est-à-dire que c'est une écriture qui existait déjà. Et qui a amplifié évidemment le réalisme. Donc c'était simplement, disons, ces petites nuances. Et autre chose qui m'a aussi, qui a fait tilt aussi dans ta conclusion, c'est quand tu parles de la fascination qu'a exercé
cet endroit sur l'auteur. Et en fait, cette fascination, moi, je l'ai ressentie aussi comme lecteur. C'est un texte où il y a une certaine jouissance, n'ayons pas peur de le dire, dans toute cette violence, dans tout ce sang, c'est-à-dire que c'est un texte qui est très bien construit et assez évident à la lecture. C'est-à-dire que quand apparaît à la fin le personnage de Dignitaire, tu te dis, bon, il va avoir exactement le même sort que le taureau. Il n'y a pas vraiment de suspense. Mais là où c'est intéressant et là où on est pris par la lecture, c'est justement à cause de la description. Oui. J'ai trouvé qu'il y avait un côté fascinant. Et il y a un de nos collègues en Espagne qui parle de néronismo. Enfin, c'est un terme qu'il a mis au point. Et justement, c'est l'idée que le lecteur se repaît de ses côtés un peu écœurants, des meurtres, du sadisme, de la cruauté, etc. Mais qui en même temps, si tu veux, est tout à fait porteur dans un récit. Et c'est ce qu'on a en fait là-dedans. Et quand on commence à le lire, moi je l'ai lu d'une traite parce que bon, c'est assez court, mais parce que c'est justement tu es pris par le texte. On est captivé, oui. Voilà, oui, tout à fait. Donc merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi pour ces précisions concernant les différents styles. C'est vrai que le romantisme aussi se caractérise par le mélange des styles. Et je pense que Pardon? Et surtout la laideur. Et la laideur. Et alors, je pense que c'est la date de publication, en fait, du récit qui a faussé sa réception, parce qu'étant paru dans les années 70, il a été perçu vraiment comme un texte réaliste, naturaliste, avant la lettre, et ça a faussé, je pense, complètement son mode de lecture, parce qu'il y a énormément de critiques qui vont insister justement plus que sur le romantisme, le costumbrismo, sur les aspects réalistes et naturalistes du texte. Et alors, j'ai pas osé le faire parce que je me suis dit que ça tendait encore plus donc au décalage littéraire. C'est que par moment, j'avais envie même d'utiliser le terme d'expressionnisme pour caractériser les descriptions, parce qu'il y a une telle volonté de caricature et on peut parler même d'une déformation émotionnelle de la réalité qui est celle de l'expressionnisme. Mais tu as ça aussi dans le romantisme avec la culture du grotesque. Oui, le grotesque, le terme grotesque, qui d'ailleurs apparaît 2 fois dans El Matadero. Et l'emphase. L'emphase aussi, oui. Avec voilà, des hyperboles, une adjectivation multiple. Et c'est aussi cette emphase, je pense, qui emporte le lecteur et qui traduit la fascination aussi du descripteur. Oui, ça c'est un aspect que je trouve vraiment intéressant, la prise en compte du descripteur qui décrit malgré lui par le biais de la description du regard qu'il pose sur la réalité et de la description à laquelle ça donne lieu. Ça, je pense que c'est quelque chose qui mériterait qu'on creuse. Alors, évidemment, c'est la question du point de vue, c'est quelque chose qu'on connaît très très bien, mais de penser en termes... C'est pour ça que j'aime bien le fait que tu n'aies pas parlé de point de vue, mais de descripteur, je trouve que le terme est vraiment très bien et ça fait réfléchir un peu différemment à la question du point de vue et à la façon qu'on peut avoir de construire un personnage. Oui, oui. Au-delà de la construction du lieu, je veux dire. Oui. Là, dans cette construction, c'est vrai, il y a des aspects qui, à la fois, relèvent un peu de l'article de mœurs, l'articulo de costumbres, avec justement l'opinion qu'exprime sans arrêt ce narrateur aussi à la première personne, donc qui décrypte vraiment la réalité de l'abattoir, et c'est ça qui permet de voir ce qu'il y a derrière les apparences, en fait.
cette façon d'arriver à voir ce qui est caché derrière toute cette violence extrême. Et l'ambivalence dont tu parlais, parce que la fascination de la lecture, elle émerge elle découle de la fascination de celui qui regarde, quoi. Donc, alors Yann, il me semble que tu as une question. On t'écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Merci beaucoup Béatrice pour cette intervention. Et c'est vrai que j'allais revenir, en fait, j'ai levé la main tout de suite, je me suis dit j'en profite. Parce que c'est vrai que j'allais poser une question sur ce descripteur. Donc moi aussi, ça a été une découverte, ce texte, c'est un monument, mais c'est la première fois que je le lisais, et pareil, d'une traite, pour de vrai. Oui, c'est vrai, c'est l'occasion de découvrir. Oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai que moi, c'était une question que je me suis posée pendant la lecture, sur un fragment que je ne crois pas t'avoir entendu mentionner. C'était justement un moment où ce descripteur prend la parole et dit Pero para que el lector pueda percibirlo, un golpe de ojo preciso es hacer un croquis de la localidad. Oui. Et moi, cet emploi du mot croquis, ça m'avait vraiment posé la question justement on arrivait à la moitié du texte à peu près, de ce descripteur est-ce qu'il disait par là que l'écriture, comme tu semblais le dire à un moment, ne semblait pas suffire à faire cette description, ou alors est-ce que la description qui devenait picturale avec les exemples que tu as montrés, je me souviens qu'à un moment tu disais que cette description était más para ser vista que para ser escrita, quelque chose comme ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait intéressé, ce côté descripteur en fait, comment on pouvait caractériser ce descripteur dans ce texte. Merci beaucoup. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un mélange des deux par rapport au croquis. D'un côté, effectivement, la réalité visuelle est impossible à mettre en mots, d'où la volonté de passer par une description pittoresque, avec des effets plastiques importants pour parvenir, pour ne pas être en dessous de la réalité. Donc, il y a cette question, dont ça pose la question aussi du style, bien sûr, qui va être adopté par ce descripteur, hein, qui a l'impression justement que les mots lui échappent pour arriver à décrire l'abattoir. Et par ailleurs, il y a aussi un plaisir, je pense, un plaisir de la description, hein, cette description visuelle avec tous les détails, la perspective, l'approche progressive des lieux. Hein, il y a un plaisir de la description aussi qui se détache justement, hein, de cette volonté plastique. Et on a l'impression que le descripteur, en fait, est emporté par sa propre description, hein, et bien sûr par les mots, hein, qu'il va mettre en place. Et d'ailleurs, c'est une description qui est très, très bien écrite, avec de nombreuses comparaisons, des métaphores, hein, et c'est aussi, hein, cette technique de symbolisation, de métaphorisation, hein, qui rend le texte fascinant. Oui, et puis justement, le fait que c'est Sylvie qui parlait de néronismo tout à l'heure. Oui. C'est intéressant parce que la description, tu l'as dit, elle commence et elle retarde ce que tu as appelé la narration. Oui. Et c'est vrai que du coup, la narration, comme elle est hyper didactique, elle est un peu déceptive. Voilà. Alors, et elle est là, très courte aussi. Voilà, donc là, il y a une inversion, parce que si tu prends un Balzac, je vais encore donner mon Eugénie Grandet avec mon traumatisme de l'Eugénie Grandet en 4e, mais c'est vrai que c'est hyper ennuyeux, les descriptions de Balzac au début, comme ça, qui te retardent l'entrée dans la fiction, qui posent le cadre, alors que là, elle est dynamique, cette description, et ça rend effectivement la narration, quand elle arrive après, un peu enfin, j'exagère, mais beaucoup moins satisfaisante que la description. Oui. D'autant plus qu'on a l'impression que dans la partie narration, Echeverría, il n'ose pas aller jusqu'au bout de ce qu'il voudrait écrire, parce que finalement, la mise à mort de l'unitaire, elle est tronquée, et finalement, il va mourir dans un flot de sang, dans sa résistance absolue, ce qui lui permet d'échapper à son sort. Et on ne sait pas exactement quel sort lui était réservé. Aurait-il été violé, hein, comme tout semble le dessiner,
ou bien aurait-il même fini égorgé voilà, comme le bétail. Il y a une incertitude qui demeure et c'est vrai que je trouve que le lecteur reste un peu sur sa faim, alors que dans la description qui précède, il se laisse emporter, on est plongé et c'est vrai que l'effet là de néronismo, j'ai noté le terme, je le retiendrai, fonctionne complètement. Et c'est sans doute ce qui sauve le texte de trop de didactisme. Oui, parce que même la façon de parler de l'unitaire, le style qui est employé est un peu artificiel. On sent c'est effectivement très didactique, très idéologique aussi. Ouais. Et ça tranche, hein, ça tranche aussi avec d'ailleurs les dialogues. Les dialogues, les extraits, les répliques au style direct, où là on a une introduction hein, du langage des faubourgs. C'est un langage presque gauchesco, un langage rural, une sorte voilà, d'explosion verbale très dynamique aussi, très haute en couleur, qui tranche avec justement hein, les répliques de l'unitaire, qui là aussi hein, reste sur un plan didactico-idéologique. Ouais. Marco, vas-y, tu avais levé la main en premier. Tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole. Merci. Bonjour, Madame Ménard. Bonjour. Avant tout, félicitations pour votre exposé qui a été riche, ponctuel, captivant et très agréable. Merci beaucoup. J'avais des questions à vous poser, mais à la première, vous avez peut-être déjà répondu à Madame Turc, même si vous avez dit que dans le système des descriptifs del Matadero se mêlent plusieurs courants culturels et littéraires, la lumière, le romantisme, le réalisme, le naturalisme. J'imagine que c'est le romantisme, le courant guide, le Oui, courant dominant, tout à d'autant fait. plus que Echeverría fait partie de la génération de 1837. Absolument. Oui, c'est ça. C'est un texte qui a été écrit, c'est aussi un texte précurseur du romantisme en Amérique latine. Bien sûr. Et qui malheureusement, on ne peut pas savoir quelle aurait été sa réception justement dans les années 1830 si El Matadero avait été publié en même temps donc, que les grandes œuvres poétiques romantiques hein, de Echeverría, comme la Cautiva par exemple. Mais donc, pourquoi ce texte n'a-t-il pas été publié pendant la période romantique dans laquelle il s'intègre? Je pense que il va certainement y avoir des raisons de censure. Echeverría a dû avoir peur aussi de la répression politique. Peut-être qu'il trouvait aussi son texte trop violent, trop cru, mais en tout cas, il n'a pas choisi de le publier. Et comme je disais tout à l'heure, ça fausse la réception de la nouvelle. Et son caractère romantique, du coup, est un petit peu amoindri par la critique, hein, qui va insister davantage hein, sur le Echeverría comme précurseur du réalisme et du naturalisme. Et en revenant à l'incipit de la nouvelle, oui. Je me demande quel est le rôle de la providence, et en particulier de la providence divine, dans l'œuvre d'Echeverría et des autres écrivains de la génération de 1837. Comment elle est traitée, par quel recours descriptif, narratif, poétique, le thème de la providence est abordé par ces auteurs? Alors là, il me semble que le thème de la providence est abordé surtout sur un ton ironique et satirique, puisque l'incipit prépare le long premier mouvement du texte, qui là s'apparente donc à un article de mœurs où Echeverría va critiquer justement l'Église. L'Église en Argentine, sa complicité avec le régime de Rosas et également l'hypocrisie hein, de l'Église. Donc, je le vois plutôt comme un prélude justement ironique à ce développement satirique et très ironique. Hein, je le vois bon, comme quand il parle « empezaré por la que de la
genealogía de sus ascendientes, etc., como suelen hacerlo los antiguos historiadores espagnols d'Amérique. Il y a aussi une critique ici, hein, justement, de la colonie, de l'influence de la colonie sur la littérature naissante en Argentine, hein, et il se réclame justement, hein, d'un autre mouvement littéraire, et là, il me semble que l'allusion à la Providence va plutôt faire référence, hein, aux anciens schémas narratifs de la colonie espagnole. Et là, il va revendiquer justement la nouveauté du romantisme, ouais, qui va se dégager justement de cette gangue religieuse oppressante. Voilà la façon dont moi je l'interprète. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors, oui, c'était pour rebondir sur ce que vient de dire Yann. Justement, j'avais aussi souligné, c'est page 98, preciso es hacer un croquis de la localidad. Mais ce qui m'avait aussi frappé dans cette phrase, c'est que juste avant la page précédente, on nous met une illustration qui est le plan. Oui. Del matadero, plano de ubicación del matadero del Alto. Et alors, je voulais savoir simplement, est-ce que ce plan appartient à l'auteur, c'est-à-dire que c'est sa volonté, ou c'est l'éditeur qui a jugé bon de placer cette information dedans? Oui, c'est l'éditeur. Hein. Voilà, ça fait référence justement à la description topographique des lieux que j'avais lue, hein, au début, avec la description imprécise. El matadero del sur de la Convalescencia es una gran playa en forma rectangular. Oui. Hein, mais ce que tu viens de dire, et pour revenir aussi à la question de Yann, c'est intéressant de voir parce qu'il y a tout de même un contraste entre la présentation topographique exacte, documentaire, hein, des lieux, et ensuite, hein, il y a comme une deuxième description qui commence ensuite avec justement les aspects plastiques qui vont apparaître et qui changent totalement la représentation des lieux. Hein, on va partir d'une représentation documentaire pour passer ensuite à un autre type de description beaucoup plus littéraire. Et du coup, ce plan, en fin de compte, voit un peu comme un cheveu sur la soupe, si tu me permets l'expression, et enfin, est très fade, justement, par rapport à la description littéraire qui est proposée. Voilà, qui commence à partir de la mise en perspective du matadero, oui. Mais je pense qu'effectivement, bon, l'éditeur, la Cathédra, a voulu insister donc sur le point de départ, hein, costumbrista, qui ensuite, bon, voilà, peut donner lieu aussi au réalisme du récit, en partant donc de cet aspect documentaire sur lequel se construit malgré tout ensuite l'ensemble du récit, puisqu'il va prendre appui, hein, tout d'abord sur la topographie des lieux. Merci. Et alors, je ne sais pas si tu l'as vu, Béatrice, moi je ne l'ai pas vu, hein, mais ça a été mis en BD. Tu l'as vu, la BD? Non, je ne connais pas. Ça doit être intéressant. Ouais, oui. Si tu as les références… Je vais te les donner, ouais, je vais t'envoyer ça. Justement, à partir du mot croquis, parce qu'en fait, c'est excessivement pictural, couleur locale, qu'est-ce que tu as dit d'autre, caricatural, satire. Donc, en fait, le style, c'est le stylet, c'est le stylo. Et le problème dans ce genre de description du 19e ou réaliste, entre guillemets, parce que là encore, on pourrait se poser des questions sur le réaliste, il faut absolument remettre ça dans le contexte visuel de l'époque, non? Quel tableau ces gens connaissent? Quel dessinateur? Il y a tout cet imaginaire qui imprègne l'écrivain. Parce que moi, je pense immédiatement aux caricaturistes, hein. Je pense immédiatement à des grands tableaux, des fresques de bataille. Je crois qu'il faut vraiment, dans ce genre de texte, relier ça, si tu veux,
à passer dans un autre genre, hein, le genre pictural. C'est quand même l'époque où la presse va avoir une grande importance. Hein. Et donc, il y a le côté romantique, les idées politiques, etc. Mais il y a aussi le côté information. Il y a la presse, il faut se replonger un peu dans la presse, le rôle des caricaturistes qui commence. Et donc, j'ai bien aimé, ça c'est Yann qui a parlé du croquis et qui justement a souligné, comme tu l'avais souligné, que c'est vraiment... là, je vois la BD, mais bon, moi je ne pense pas à une BD, quoi. Je pense à la bataille ou à des tableaux. Enfin, il y a toute une succession d'images picturales ou de dessins. Immédiatement, on pense à ça. Donc, ce genre de description, je crois qu'il faut les mettre en perspective, voir un petit peu à côté ce que les gens avaient dans les yeux à l'époque. Parce que là, c'est évident. Moi, j'ai pensé à Daumier, mais il est plus tardif. Mais bon, il y a la caricature. On est au siècle de la caricature quand même. Merci. Les dessinateurs. Et puis, bon, j'ai pensé au désastre de la guerre, bon, un tas de choses comme ça. Mais bon, oui. il y a immédiatement ça qui vient. Et puis après, on pourrait aussi faire une lecture très, très bien décontextualisée du texte, parce que tu parles du romantisme, tu parles de tous ces courants, mais on est au début d'une jeune nation qui se cherche à tous les niveaux. Parce que veut dire réalisme? Je ne sais pas. Que veut dire costumbrismo à la sauce argentine, etc., etc. Donc là aussi, ça pourrait être, mais ça c'est une interprétation complètement idiote et on a dû la faire sûrement. C'est la recherche d'un nouveau style. Hein. La mort de l'unitaire, c'est Echeverría, le romantique. Et évidemment, il est tué il est là, dans un pays de violence, dans un monde de mots textuels de violence. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir de tout ça. Quel nouveau texte, quelle nouvelle littérature, quel nouveau style va sortir. On pourrait faire une lecture comme ça décontextualisée aussi. Hein. La violence, cette accumulation de mots, et la mort de celui qui, entre guillemets, serait romantique, idéaliste. Hein. Quand sortira-t-il? Quel texte? Pour ça, peut-être que c'est un texte fondateur. Bon, j'ai confiance dans les Argentins, qui sont de grands psychanalystes. Ils ont dû faire une lecture très psychanalytique de ce texte. Et un dernier mot, je pense que vos étudiants sont tous devenus végétariens quand vous leur avez proposé ça. Parce que là, c'est vraiment difficile. Ou alors, ils doivent adhérer au mouvement L214. Mais en même temps, moi, j'étais très contente de relire ce texte que je n'avais pas lu depuis 50 ans. Et ça m'a fait penser aussi à... on peut relier tout ça, on pense à El Otoño del Patriarca, non? Parce qu'il y a la figure sanguinaire, terrifiante de El Restaurador. Non? On pense que c'est sûrement des nombreuses figures énormes politiques qui ont dû inspirer peut-être García Márquez. Non? On sent le tyran pesant. Hein? Donc, c'est quelque chose de très riche. Et merci beaucoup pour nous avoir permis de lire ou de relire ça et de réfléchir justement à la description ici, qui est un moment très fort et qu'il faut absolument la contextualiser, mais dans un autre genre. Hein. C'est transgenre, en fait, tout ça. Oui, c'est ça. Ça correspond bien. On est vraiment un carrefour genre littéraire. Passionnant, oui. C'est pour ça que c'est un texte vraiment hybride. Et puis, on se pose les questions de civilisation et barbarie, sachant que, bon, la barbarie, c'est tout pour Alberti ou pour Sarmiento, on sait ce que c'est aussi. Hein, et que la cautiva, c'est pas non plus la défense idéale des braves Indiens, c'est tout à fait le contraire. Oui, tout à fait. Donc, on est dans un carrefour idéologique et ce sont des textes fondateurs passionnants. Mais je comprends que vous l'ayez mis au programme et je comprends que c'était difficile aussi, hein, parce qu'il faut vraiment le contextualiser et travailler longtemps dessus. Mais merci beaucoup, c'est très intéressant. Oui. Merci Françoise. En ce qui concerne donc les références picturales, j'ai cherché, j'ai trouvé quelques gravures de l'époque. Je pourrais vous les mettre en ligne si vous voulez, mais ça ne rend pas. C'est assez, on n'y voit pas le sang, ça reste. Je parle aussi des peintres qu'on connaissait à l'époque. Hein. Voilà. Argentin ou autre, peu importe, mais il y a quand même des relations. C'est ça, moi, je vois des scènes de bataille, tu vois, avec des chevaux, on leur coupe les jarrets, le sang qui coule. Enfin, on est dans ce 19e où il y a des grands tableaux de ce genre-là. Donc, il faudrait faire ces comparaisons-là, ça serait intéressant. Et puis la caricature, hein, qui est vraiment dans les journaux, la presse va se développer, il y a la caricature très importante. Hein.
Bon, merci bien, c'est très bien. Merci Françoise. Tout le monde, hein, j'ai vraiment apprécié non seulement la présentation, la communication de Béatrice, mais aussi la découverte de cette nouvelle. Hein. C'est vraiment assez surprenant. Et j'avais, disons, 2-3 remarques. Par rapport à ce que disait Sylvie et de sorte cette espèce d'anachronisme qu'il faudrait ne pas faire concernant le terme de réalisme peut-être. Après tout, on peut aussi imaginer de renverser la locomotive hein, et le wagon, c'est-à-dire qu'on a toujours ce regard un petit peu très européen et de dire que oui, d'accord, Zola, Balzac, et puis ensuite Galdós, et puis ils ont été les théoriciens du réalisme, du naturalisme, d'accord, mais on peut très bien imaginer qu'ailleurs sur la planète, d'autres écrivains aient anticipé. Hein. Après, a posteriori, on dit toujours ils annoncent, ils ont annoncé, de Goya on dit qu'il annonce l'expressionnisme, etc. Donc je pense qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des éléments effectivement en germe ou bien développés d'un certain réalisme. Après tout, ça ne serait pas non plus forcément un anachronisme, voilà, par rapport à la théorie peut-être, mais finalement, d'autres ont pu le pratiquer sans le théoriser, le conceptualiser auparavant. Donc ça, c'était une petite remarque. Je pense que c'est des fois important de revoir l'histoire littéraire, pas toujours par rapport à nos repères européens finalement. Et l'autre chose, c'était alors, comme tu l'as dit, Béatrice, effectivement, le l'Incipit, hein, où il commence, alors moi, ça m'a vraiment fait rire au départ, parce qu'il dit, ah bah, je ne vais surtout pas vous raconter le déluge et Noé. Et en fait, il nous le raconte quand même d'une autre façon. Et on a droit à un grand déluge. Une longue mise. Ouais, c'est fabuleux. Et ça déborde de partout. Et en fait, il nous raconte un déluge. Mais alors, pour rejoindre la question de Marco Vanni, c'est qu'effectivement, c'est pour prendre le contre-pied du déluge chrétien, etc. Donc, d'où la question sur la providence, sûrement. Et voilà. Mais on n'y échappe pas à sa description sur lui. J'ai trouvé ça assez rigolo. Et l'autre chose concernant, alors du coup, le descriptif en soi, effectivement, on a tous dit que nous avions été emportés aussi par la description, par cette nouvelle. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le souffle, en fait. Il y a un rythme incroyable. Hein, il y a un mouvement, quoi. Il y a une espèce de dynamique, de pulsation intérieure. Il y a des structures binaires, ternaires, etc. Et je trouve qu'en fait, ça contribue à, comment dire, à donner justement au descriptif peut-être une autre fonction, peut-être où ça accentue, ça renforce sa fonction, sa finalité idéologique, c'est-à-dire que c'est dans ce souffle peut-être qu'il y a quelque chose de la rébellion ou de la riposte ou de la réaction en fait. C'est pas une description statique, c'est une description vraiment active, quoi, en mouvement. Et c'est ça qui nous transporte, contrairement à Balzac, où c'est très posé, très, très carré. Là, il y a vraiment un souffle alors c'est l'eau, le vent, enfin tous les éléments, d'accord, mais en même temps, c'est par la cadence, quoi, et la syntaxe, et l'accumulation. Tu as parlé d'emphase et tout ça, mais il y a une accumulation d'adjectifs, de substantifs. Et donc, pour moi, en fait, ce qui fait vraiment la force de cette description, c'est ce mouvement, c'est cette force interne qui, à mon avis, et ça rejoint aussi ce que disait Françoise peut-être, de créer quelque chose de nouveau, de trouver alors peut-être pas une nouvelle littérature, mais une nouvelle façon d'écrire, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Je voulais dire, voilà. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai, c'est ce rythme, la syntaxe aussi, qui justement, voilà, emporte dans ce mouvement perpétuel. Au niveau du vocabulaire aussi, on retrouve tous ces verbes de mouvement, d'action.
c'est vraiment un univers très vivant. Il y a cette vie qui se dégage de la description, qui rompt justement peut-être avec l'ennui d'autres descriptions naturalistes. Donc, c'était pour deux choses. La première chose, par rapport à ce que vient de dire Lina, là où j'ai mis une réserve, ce n'était pas par rapport au réalisme. On est dans la période réalisme, ça c'est OK. C'est par rapport au naturalisme. Parce que le naturalisme est vraiment beaucoup plus tardif. Et il introduit dans le réalisme des éléments qu'il n'y a pas dans la description qu'on a sous les yeux. C'est le terme naturalisme qui a... D'accord. Ou alors, si tu veux, naturalisme avant la lettre. Mais enfin bon, ça me semble anachronique. Voilà, c'est une petite précision que je voulais apporter. Une information aussi, allant dans le sens de Françoise. C'est vrai que la presse, dans le premier tiers du 19e siècle, se développe énormément. Et tout de suite, alors toi tu pensais aux caricatures, Françoise, et moi j'ai pensé à des revues, en Espagne forcément, comme la Ilustración Española y Americana, ou bien la Ilustración Iberoamericana, qui ont, alors je vous invite à aller regarder, qui ont des représentations, des dessins absolument magnifiques, très réalistes, et qui justement permettent la création, enfin l'émergence d'un imaginaire. Et donc peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être y a-t-il dans cette presse-là, ou ce type de presse, ça c'est la presse où écrivait Mesonero Romanos, des ouvrages, enfin des représentations d'abattoirs, déjà en Espagne peut-être, ou en Amérique latine. Parce que c'est pas, comme le titre l'indique, hein, c'est pas réservé, ce ne sont pas des illustrations, enfin des représentations picturales, enfin iconographiques en général, uniquement réservées à l'Espagne, mais aussi à l'Amérique latine. Et elles sont vraiment en général magnifiques, avec des grands noms justement de l'époque. Voilà, c'est une petite question. Tiens, est-ce que tu peux répéter le titre des deux revues que tu as citées? Les deux, tu les trouveras sur... c'est très facile à trouver. La Ilustración Española y Americana, d'une part, et tu as la Ilustración Iberoamericana. D'accord, merci. Voilà, et tu peux le trouver à l'hémérothèque de la Bibliothèque nationale de Madrid. D'accord. Voilà, c'est simple d'accès et tu verras, c'est absolument, c'est magnifique. Hein, il y a des dessins époustouflants. Oui. Voilà, en premier lieu, je voulais te féliciter une fois de plus, puisqu'on se connaît depuis longtemps. La finesse de tes analyses, ce qui n'est pas étonnant. Ça m'a beaucoup intéressé. D'abord, ça m'a donné l'occasion de relire Valero. J'ai ri, je ris ce matin en le relisant. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans tes analyses, c'est comment tu montres ce dynamisme du descriptif qui qui précède, mais prépare, mais en même temps amène le lecteur comme naturellement à ces dénouements. Je crois que ces analyses que tu fais ne peuvent pas aboutir à autre chose qu'à ce type de narratif final. Il y a, comme disait Lina, un souffle dans ce dynamisme qui fait de ces récits, je pense encore aujourd'hui, quelque chose d'extrêmement intéressant à lire et à relire. Je voudrais te demander si éléments sur la réception que cette nouvelle a eue à l'époque. Oui, à l'époque, bon, je n'ai pas beaucoup d'éléments à ce sujet. Je sais, c'est que
la nouvelle a été remarquée, elle a eu un bon accueil euh, euh, puisqu'elle a été publiée justement dans la revue del Rio de la Plata. Et la publication a été remarquée avec la préface aussi de Juan María Gutiérrez, qui lui c'est une préface qui insiste justement sur le caractère réaliste de la description, mais qui voilà, reste un petit peu trop au niveau justement du plan documentaire, qui ne va pas, qui n'essaie pas de gratter un peu plus loin justement dans ce qui est mis en œuvre dans la nouvelle au niveau de tous toutes les choses à dévoiler. Hein, ça reste vraiment au niveau d'un descriptif réaliste. Et puis, par ailleurs, voilà, je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus. Je manque d'informations à ce sujet. D'accord. Et alors, une autre question que je me pose, en fait, est-ce que ce type de satire, de caricature de l'adversaire, politiquement, disons, a une portée? Ça, c'est une question que je me pose. Alors, c'est vrai que comme il a été écrit pendant la dictature de Rosas, mais ensuite le texte a été oublié, il a été redécouvert plus tard, et on ne sait pas très bien, il a peut-être été, c'était des notes, c'est peut-être pas un texte très achevé. On se demande si Juan María Gutiérrez n'a pas un petit peu contribué à compléter la nouvelle, s'il n'y a pas mis un petit peu sa patte. Donc, on ne sait pas du tout quelle aurait pu être la portée du texte s'il avait été publié. Il était vraiment inconnu dans les années 30 sous la dictature de Rosas. Le texte est resté inconnu. Par contre, il y avait d'autres textes, de nombreux textes qui critiquaient, des critiques, des dénonciations très virulentes de la politique de Rosas, qui était parfois décriée justement par la critique littéraire à cause de la violence. Mais c'était des écrits qui ne faisaient pas du tout appel à la fiction. C'était vraiment des écrits, voilà, des pamphlets en fait, contre Rosas. Et au niveau de la portée politique, elle a été limitée parce que c'était vraiment une période de très répression et les assassinats politiques ont continué malgré tout. On ne veut pas dire qu'il y a eu un impact un impact sur la politique qui a été menée à la fin du gouvernement de Rosas. Merci beaucoup. J'insiste sur l'intérêt au point de vue, disons, méthode pour analyser le descriptif et l'importance que finalement il peut avoir par rapport au narratif. Eh bien, tu l'as bien fait ressortir et encore merci. Merci, Oradeo. Parmi les jeunes gens, Alexia, Martha, Soline et tout ça, vous qui n'aviez pas lu ce texte avant, qu'est-ce que vous en avez pensé en tant que lectrice, simplement en tant que lectrice? Est-ce que ça a fait de vous, comme disait Françoise, des végétariennes ou... Moi, je sais que je l'avais enseigné l'année dernière, en fait, et que mes étudiants avaient été complètement réfractaires à ce texte. Ils avaient du mal à le comprendre. Il est difficile pour des L1, il est extrêmement difficile. D'un point de vue lexical, ils avaient du mal à comprendre où est-ce que ça en venait. Donc, bon. J'ai dû expliquer, donc je connaissais déjà ce texte. Et grâce aussi à Madame Ménard, on avait déjà étudié ce texte quand moi j'étais étudiante. Donc du coup, je connaissais doublement ce texte. Et oui, je l'apprécie beaucoup et je trouve tout de suite très intéressant une fois qu'on a dépassé cette barrière de la langue. Et moi, c'est un très beau texte et je trouve que vous l'avez extrêmement bien, que tu l'as extrêmement bien traité, Béatrice. Donc merci beaucoup.
J'ai rien d'autre à ajouter, sauf que c'était très très bien. Alors, Martha, toi qui es hispaniste, tu en déduis que les américanistes sont des sauvages, des espèces de brutes sanguinaires. Martha, toi aussi, tu es... Pardon, oui, il faut que j'allume mon micro. Non, alors, moi, honnêtement, je ne connaissais pas du tout ce texte ni cet auteur. Bon, ce qui prouve, en tout cas, en termes de scolarisation, j'ai été frappée durant très longtemps à quel point on nous a scolarisés en Espagne dans l'ignorance totale de l'Amérique latine. C'est comme si ça n'existait pas en littérature. Et non, je n'ai pas tiré que vous êtes de sauvages. Ça m'a j'ai pas trouvé de références parce que ça fait longtemps, mais ça m'a fait penser un peu c'est-à-dire à des approches sur l'animal, sur la zoopoétique que j'avais travaillé il y a longtemps, et ça m'a fait penser que c'était un texte intéressant à étudier de ce point de vue-là, en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Soline, tu veux nous donner... Ah, tu es déjà végétarienne, d'accord. Bon. Soline, tu as une petite question, un petit commentaire? Non, mais moi, je vais le lire, ce texte. J'ai quand même voulu assister à la séance parce que je savais que ça me donnerait forcément envie. Donc voilà, je vais le lire incessamment sous peu. Merci beaucoup pour cette présentation qui était extrêmement riche. C'est un commentaire de texte extrêmement profond. Ça m'a plu déjà. Donc, je vous ferai un retour très vite. Bon, alors dans la conversation, je vous ai mis 2 captures d'écran que j'ai attrapées dans l'article de Émilie Delafosse, qui sont des vignettes qui sont dans l'adaptation en BD du texte. Voilà, vous pourrez regarder. Il y a un joli taureau de dos. Et ça m'étonne que Sylvie, notre amie de la lecture psychanalytique, n'ait pas parlé de la castration du taureau, tout ça. Mais il n'est jamais trop tard. Si tu veux, avant de conclure, on peut... mais pas pour taureau, mais je crois qu'il y a un fil aussi dans ce texte qui est la décollation. Enfin, je ne sais plus comment on dit en français, la décapitation. Comme tu l'as dit, les Argentins sont très forts en psychanalyse et je pense que le texte a dû faire l'objet d'interprétation déjà. Ouais, c'est ça. Et le sang menstruel, blablabla, blablabla. On pourrait... oh là là, que ça donnerait matière à discussion, toute cette psychanalyse sous-jacente. Bon, alors, si... Ah, Sabrina, vas-y, excuse-moi, je n'avais pas vu ta petite mimine bleue. Vas-y. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup, Béatrice, pour votre intervention. Moi non plus, je ne connaissais pas ce texte, donc j'étais ravie de le découvrir. Et c'était juste là une suggestion, mais voilà, on a beaucoup parlé effectivement de la dimension picturale, de l'aspect sans doute transmédial avant l'heure de ce texte. Et c'était juste pour dire que finalement, sans doute que c'était pas un hasard non plus qu'il ait été adapté en BD. Parce que voilà, enfin, c'est un texte qui se voit, enfin voilà, qui se lit à travers les mots et qui tout de suite résonne en images. Et ça rejoint le fait, voilà, ce que tu disais aussi, Caroline, que finalement après derrière, l'action en elle-même devient en quelque sorte insipide et que la description prend toute sa force parce que c'est quelque chose de visuel, c'est un conte visuel. Enfin c'est un conte en images et voilà, c'était juste pour dire ça. Et je remarque, alors moi, j'ai pas plus d'images de la BD que ce que vous avez. Hein. J'ai regardé l'article de La Fosse, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait du rouge. Ça m'a l'air d'être tout noir et blanc, cette affaire. Donc, c'est intéressant de voir pourquoi ils ont opté pour ce. Tout à fait, ouais. Et du coup, ça serait aussi adapté peut-être à... Oui, aussi, je trouve, même peut-être l'époque ou... Oui, c'est très intéressant, ouais. Ouais, c'est ça, je suis allé le voir aussi, Caroline, quand tu en parlais. Et alors, ce qui est marrant, c'est ce que disait Sabrina et ce que tu disais à l'instant. Ça reprend un peu ce que disait Françoise tout à l'heure sur la caricature et juste le stylo, le stylet. Ça fait vraiment cet effet-là, je trouve. Et ce qui m'a interpellé aussi, c'est que c'est une très très petite BD parce que c'est sur 8 planches en 48-49 vignettes. Donc, c'est vraiment condensé au maximum. Et je trouvais ça intéressant. C'est comme si on reprenait la breveté de la nouvelle dans la BD.
Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Bah là, c'est Alexia qui avait réfléchi à ça avec son adaptation cinématographique C'était une nouvelle, c'était un poème? Alexia, j'ai un trou de mémoire. C'était un recueil et une vidéo poème. Oui. Voilà, et on avait le paradoxe que ça devenait un vidéopoème de je ne sais pas combien de minutes, alors 20 que minutes. c'était 20 minutes, alors que c'était un tout petit poème. Donc, tu avais la condensation dans le poème qui devenait une espèce de machin dilué, hyper didactisant dans le film. C'était marrant, la version. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Bon, alors, oui, Sylvie, c'est toi? Vas-y. Oui, c'est moi. Simplement pour justement corroborer exactement ce qu'on vient de dire, une description qui est faite en fait pour être vue, c'est que l'auteur le dit lui-même dans le texte, c'est page 103, ça vient en conclusion de son paragraphe, il dit « En fin, la escena », et tu vois aussi le terme « escena » est intéressant, « En fin, la escena que se representaba en el matadero era para vista y no para escrita ». En fait, c'est exactement son écriture, c'est une écriture visuelle et non pas paradoxalement écrite. Oui, tout à fait. Bon, ben alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, deux choses. Ce n'est pas le nouveau roman. Ce n'est pas le nouveau roman. Eh non. Eh bien, écoutez, si on en a fini, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Ciao à tout le monde. Au revoir. Merci David pour la connexion.